Maintenant, j'inviterai M. Moumba Lezoka à faire sa présentation. Je remercie cet après-midi principalement le professeur Trudel, mon professeur, qui m'a donné l'opportunité de participer à cette conférence des Colifras, dont j'ai eu vent lors d'un de ce cours. Et merci aussi à toute l'équipe de Colifras et tous ces experts qui sont venus du Brésil, du Portugal, de partout et du Québec, qui m'ont donné encore le goût de m'aventurier dans ce chemin de la santé. J'ai adhéré à ce que Colifras est en train de faire suite principalement à ce que j'ai vu dans le programme pour une approche culturelle de la santé. Donc la diversité culturelle et linguistique, l'équité entre les peuples, le partage du savoir et de l'expérience. Je veux parler, pour les quelques minutes qui me sont confiées, à une problématique de la santé en République démocratique du Congo. Je le fais comme chercheur, parce que je ne suis pas médecin ni infirmier, mais je grandis dans le milieu rural où je vis toute la santé être prise en charge par l'Église. Et je sors du milieu socio-communautaire et ecclésial. Après d'ailleurs 15 ans ici au Québec, la première fois que j'ai atterri au Congo, je m'étais révolté une nuit à l'hôtel, je n'ai pas dormi. Je ne me suis plus retrouvé du Congo, du Zaïre que j'avais laissé à l'époque. C'est d'ailleurs une des raisons qui m'a obligé à me bifurquer de la théologie en administration publique. Et deux thèmes très importants me préoccupent, la santé et l'éducation. Comme le sujet de cette conférence porte sur les soins primaires, je vais faire une présentation sur ce que le ministère de la Santé au Congo appelle zone de santé. Et je le prends d'ailleurs ce que le Congo fait comme modèle de soins primaires de santé et la participation citoyenne au Congo. J'ai choisi le logo qui est en bas. C'est le logo d'un des organismes qui prend soin de la population malheureuse au Congo du point de vue de la santé. Sanru. Santé pour tous et par tous. C'est d'ailleurs un organisme qui est géré par les églises protestantes au Congo. Cinq éléments plutôt font partie de cette présentation. Le contexte national de la santé au Congo, stratégie d'intervention dans la zone de santé, l'ordinogramme des soins dans un centre de zone de santé, le financement des soins de santé et la couverture universelle de maladies en soins de santé. Et comme chercheur, quelques conclusions et quelques propositions. Tous ignorent que la RDC, le Congo, est un géant des pays africains, 2 345 000 km² avec à peu près 70 millions d'habitants aujourd'hui. Sans prendre du temps avec des chiffres, l'OMS croit qu'en 2015, le Congo va avoir plus ou moins 75 millions d'habitants. La population rurale habite à peu près 60%. Le taux de mortalité infantile pour 1000 enfants est de 92. La mortalité infantile juvénile est de 148. Le revenu national brut par capita est de 100. La population en dessous du seuil de pauvreté de 80%. La population ayant accès à l'eau potable est de 48%. La population ayant accès
à quelques soins de santé, un tout petit peu bien, c'est 20%. Alors, je vous épargne de tous ces chiffres qui sont là au tableau, je vais aller dans l'essentiel. L'OMS et la RDC. La présence de l'Organisation mondiale de la santé est très significative, ainsi que d'autres organismes de santé internationaux que vous connaissez. Alors, ce que je vous présente aujourd'hui, d'ailleurs, c'est beaucoup de documents de l'OMS et du ministère de la Santé du Congo. Les opportunités, selon l'OMS, le Congo sort de plusieurs années de guerres, de rébellions, et il y a quand même quelques opportunités au moment où nous parlons. La fin de la guerre et le retour progressif de paix dans le pays, la décentralisation de l'appui de l'OMS en province, vu que le pays a décidé de faire la décentralisation au niveau du pays, et l'élaboration de quelques mises sur pied de projets de développement du côté de la santé. Des défis. Le Congo a un défi majeur de rebâtir son système de santé à même de répondre aux besoins de la population en général. Deuxième défi, c'est de mettre en place un système de financement de soins permanents permettant plutôt l'équité des soins de la santé. L'amélioration de la capacité de gestion de l'ensemble du système de santé, la reformulation et le renforcement ainsi que la vulgarisation des politiques de santé au Congo, la réduction de l'excès de morbidité et la mortalité infantile, comme je viens de vous le présenter. Une chose est certaine, c'est qu'en 2006, une nouvelle constitution a été adoptée le 18 février 2006. Et j'ai pris soin de mettre quelques articles qui touchent la santé. Et ça, c'est vraiment une innovation. Le titre 2, l'article 47 parle « Le droit à la santé et à la sécurité alimentaire est garanti par le gouvernement. La loi fixe les principes fondamentaux et les règles d'organisation de la santé publique et de la sécurité alimentaire. » L'article 65 du chapitre 4, « Tout Congolais est tenu de remplir loyalement ses obligations vis-à-vis de l'État. Il a en outre le devoir de s'acquitter de ses impôts et de ses taxes. » Donc, depuis 2006, la santé devient un droit constitutionnel. Alors, c'est une grande innovation de changement pour l'avenir. Me fiant au programme que j'ai pu trouver du gouvernement actuel, ils veulent assurer à la population l'accès aux soins de santé primaires de qualité à des coûts abordables. Ils veulent combattre des grandes pandémies. Ils veulent développer progressivement les zones de santé rurales pour accroître l'accès de la population aux soins de santé. Et selon leur plan, ils veulent mener quelques actions. Donc l'augmentation des dépenses de l'État à la santé. Ils veulent augmenter les dépenses de l'État à 5%, je vais vous montrer des chiffres tout à l'heure. Mettre en place des mutuelles de santé et d'assurance maladie dans toutes les provinces. Ils veulent réhabiliter les structures sanitaires existantes. Et comme mon collègue vient de le dire tout à l'heure, pour le cas de la Mauritanie, donc l'organisation de la santé est encore pyramidale. Je ne prendrai pas trop de temps là-dessus, où ça se décide en haut et ça va en bas. Néanmoins, la mise sur pied de zones de santé permet à ce que la population puisse participer à l'élaboration des politiques de santé et même à l'exercice. À travers tout le pays, il y a 65 districts sanitaires et 515 zones de santé. Alors, je venais de parler tout à l'heure de l'augmentation. Vous pouvez regarder au tableau sur le budget de l'État qui est consacré à la santé. En 2002, le budget de l'État était de 0,94% de contribution à la santé.
En 2006, c'est 4,41% de contribution pour la santé. En 2009, c'était 5,29% contribution à la santé. Cela veut dire que le financement du système de santé doit être une priorité comme la collaboration de citoyens. Donc, en résumé, le budget de l'État consacré à la santé reste très faible et inférieur aux échanges des chefs d'État d'ailleurs à Abuja qui prévoyaient que minimalement un pays comme le Congo devrait contribuer au moins à 15%. L'aide internationale consacrée à la santé reste encore fragilisée et des fois mal orientée. Les ressources financières provenant de la communauté par la tarification ne sont pas bien encadrées. Le paiement direct aux soins est contraire au principe de couverture universelle des soins primaires de santé. Je lisais d'ailleurs hier dans un des médias du Congo qu'on a arrêté une famille qui vient de mettre au monde un bébé parce qu'ils n'ont pas payé des frais dans l'hôpital. La maman était obligée d'être enfermée là avec le bébé jusqu'à ce qu'ils vont trouver l'argent. Peu d'informations sur le secteur privé lucratif et non lucratif. D'ailleurs, 40% des services hospitaliers dans les zones de santé sont supportés par des organismes communautaires, des ONG ou les églises en particulier qui ont fait un travail colossal dans ce pays du point de vue de la santé. Stratégie d'intervention dans la zone de santé. Les composantes, selon le ministère de la Santé, c'est l'éducation pour la santé, la promotion de bonnes conditions alimentaires, l'approvisionnement en eau saine, des mesures d'hygiène et assainissement, protection maternelle et infantile, la vaccination, prévention des grandes endémies, traitement des maladies et lésions courantes, fourniture de médicaments. Alors, les caractéristiques plutôt de soins de santé primaires, selon cette réforme actuelle que le nouveau gouvernement vient de mettre en place, veulent se préoccuper plus du centrage sur la personne, l'efficacité, la sécurité, la continuité, la globalité, l'intégration, l'équité dans la distribution et la diminution. Il y a trop de programmes, selon le ministère de la Santé, qu'ils essayent de retravailler pour amener cette réforme dans la bonne direction. Parce qu'on parle de soins de santé primaire, il y a 3 sortes de zones de santé. Il y a des zones de santé à potentiel élevé, des zones de santé qui ont fait un peu de pas, se sont bien organisées malgré toute la situation politique au pays. Les zones de santé à potentiel moyen, ceux qui sont à potentiel élevé le plus souvent sont dans des villes. Les zones de santé qui sont ce qu'on appelle les zones de santé rurales, c'est encore un peu plus difficile. C'est ce qu'on appelle les zones de santé à potentiel faible. Alors rapidement, ce que le gouvernement actuel essaye de faire, c'est d'amener cette réforme, mettre sur pied un programme de 15 à 20 ans pour améliorer la couverture sanitaire, la collaboration intrasectorielle, l'amélioration de la qualité des soins, la formation sanitaire et ce qu'ils essaient de mettre sur pied, ce qu'on appelle la carte sanitaire. C'est un peu l'équivalent de ce qu'on peut retrouver dans des pays occidentaux. L'intervention de santé publique, gestion des épidémies, des urgences, la promotion de la participation communautaire. Donc de plus en plus, parce que la question de zone de santé rurale n'a pas commencé aujourd'hui, c'est depuis les années 90. Même quand moi j'étais encore au pays à l'époque, on voyait quand même ce qu'on avait les médecins qui venaient dans des villages et puis qui prenaient soin. Mais toute la difficulté politique au pays a fait que toute cette structure était quasiment nulle. Il fallait repartir un tout petit peu à zéro. Et enfin, améliorer l'accessibilité financière aux soins de santé. Une petite image rapide de ce que un centre de santé dans une zone de santé. Il y a toujours 4 éléments selon la pratique actuelle et antérieure. On a toujours un endroit qu'on appelle la réception pour accueillir, surtout dans des zones de santé rurales, accueillir les gens à la réception, la consultation, l'administration des soins, des laboratoires.
Et ces postes doivent toujours être bien affichés pour permettre aux gens de rencontrer les infirmiers ou les agents sociaux de la santé. La couverture en soins de santé, c'est vraiment un défi de taille pour la République démocratique du Congo. Parce que le plus grand problème, même si l'on veut la participation des citoyens, mais on sait que le taux de pauvreté est extrêmement élevé. Alors c'est un défi que le pays essaye de relever maintenant, de créer ce qu'on appelle l'Agence nationale d'assurance maladie, un établissement public doté d'une autonomie de gestion, avec des mutuelles de santé articulées aux zones de santé rurales, et ce qui fera en sorte qu'il y ait une obligation, une adhésion obligatoire des gens. Au moment où nous parlons, il y a à peu près 54 zones de santé par rapport à 500, 54 zones de santé avec des mutuelles de santé, malgré la faible pénétration ou adhésion. Il y a 164 zones de santé avec expérience de tarification forfaitaire. Et un élément important, c'est l'adoption du projet de loi portant sur la couverture universelle en soins de santé. Et cela est en train d'être fait au moment où nous parlons. Je conclus. À mon humble avis, il y a 5 éléments de conclusion pour le soin de santé primaire au Congo avec les 70 millions d'habitants et la capacité financière du pays. Premièrement, c'est ce que j'appelle le courage politique et managérial. Je crois que l'État a besoin de revenir sur ses valeurs d'équité, de solidarité, de justice sociale et d'accessibilité universelle aux soins primaires de santé. En regardant, par exemple, les enjeux, les 3 modèles de soins de santé que je connais, que j'ai étudié plus tôt, le modèle de Bismarck, on parle d'associations liées à l'emploi. Bon, évidemment, il n'y a pas assez des emplois. Le modèle de Beveridgien qui nous parle de droits de citoyenneté et nationalité, où on voit que les droits, la santé est un droit pour les citoyens, mais aussi le modèle de transition que le Congo pourra bien exploiter. D'ailleurs, pour notre information, il y a plusieurs pays d'Afrique, comme l'Afrique du Sud, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Mali, qui ont pris déjà le pas de ce projet managérial, afin d'instaurer ce qu'on appelle la couverture universelle d'assurance. Deuxièmement, c'est la fidélisation du personnel de santé dans la zone de santé. C'est toujours un problème parce que quelques-uns qui ont étudié ont de la difficulté, par exemple, à rester dans des zones de santé rurales très reculées. Donc, la politique de fidélisation du personnel est extrêmement importante. Troisièmement, c'est ce que j'appelle l'approche intégrée des soins, les soins curatifs, mais aussi la participation communautaire, l'intégration des déterminants de la santé. On sait que ce n'est pas juste la santé en termes de corps, mais il y a plusieurs déterminants. Je n'ai pas le temps de pouvoir élaborer ça ici. Et un autre élément très capital selon la culture, c'est ce que j'appelle la palabre thérapeutique ou la psychopalabre. C'est très important. Un Africain est malade, la première des choses, il ne pense pas qu'il va aller à l'hôpital. Dans la culture, il pense qu'il y a un sorcier, il y a un problème, il y a une difficulté. Si dans les zones de santé, on intègre ce qu'on appelle la palabre thérapeutique, prendre soin des gens en rapport avec leur culture, je pense que les zones de santé devraient exploiter cette zone. Quatrième, c'est l'éducation. On ne peut pas réussir la santé d'un pays, on ne peut pas réussir la santé d'un peuple sans pouvoir amener profondément l'éducation. Donc, on fait la promotion intraculturelle de la santé, la prévention multidimensionnelle, la formation du personnel, comme on a vu le professeur qui nous l'a présenté ce matin, le modèle brésilien. Et cinquièmement, ce que j'appelle, moi, vraiment toute une urgence, c'est la raison pour laquelle je me tiens ici aujourd'hui, c'est la coopération et échange. 80% des 70 millions de Congolais sont sans accès direct aux soins de santé. Donc la Colifras
pourrait, avec cette initiative, ouvrir largement des portes d'échange avec des pays de l'Afrique subsaharienne, avec des cours, des formations, des échanges, des projets concrets de soins primaires de santé et la création de moyens par les pays, les organismes et les universitaires, et aussi que les organismes internationaux puissent faciliter ces échanges de collaboration afin que les pays comme le Congo puissent relever les défis qu'ils ont sur les soins de santé primaires. Sur ce, je vous remercie.